Je suis coach professionnel et je suis dédiée en fait aux relations humaines en entreprise. Donc j'accompagne les dirigeants et les managers à répondre à leurs enjeux relationnels, que ce soit dans un contexte d'entreprise familiale, là c'est plutôt pour les dirigeants et les membres de leur famille qui peuvent être concernés. Et les managers, c'est améliorer leurs relations managériales, notamment dans des contextes de transformation organisationnelle de leur entreprise. Voilà, j'ai exercé pendant plus de 20 ans dans les services financiers, soit en tant que manager, soit dans l'accompagnement de fonctions managériales, dont 10 ans au sein d'une entreprise familiale. Pourquoi m'intéresser en fait aux relations humaines dans l'entreprise? Parce qu'en fait, à travers les différents projets de transformation que j'ai accompagnés, il y a toujours eu une prise en compte des éléments techniques, à savoir en quoi est-ce que nos process opérationnels vont être impactés, en quoi les systèmes d'information vont être impactés, quelle nouvelle organisation on doit mettre en place, plutôt des sujets sur le faire et moins sur le être. Et quelque part, en fait, on propulsait potentiellement des nouveaux dirigeants ou des nouveaux managers à certains postes sans forcément les accompagner. Sauf qu'on ne mesurait pas l'impact que ça pouvait avoir sur toutes les équipes qui avaient en dessous. Donc si en fait on n'apprend pas quelque part à une personne qui va derrière avoir un impact sur 10, 20, 30, voire des centaines de personnes, à prendre conscience en fait de qui il est, du rôle qu'il peut avoir, de l'impact qu'il peut avoir dans ses relations managériales, en fait on risque de gâcher tout un potentiel humain, toute cette valeur en fait qui aujourd'hui est sous-exploitée. La qualité numéro un du manager quand on parle de leadership, c'est de s'entourer des compétences qu'on n'a pas forcément, mais d'avoir la capacité à s'appuyer sur ces compétences-là. Et donc ça suppose en fait un niveau de connaissance de soi qui est en lien très étroit avec son niveau de confiance en soi. C'est-à-dire que si j'ai pas assez confiance en moi, dans ma capacité à manager ou à diriger, on peut être sûr en fait que ça va entraîner des biais et des tensions relationnelles avec ses équipes. Donc c'est déjà bien se connaître, être au clair avec ce que l'on veut, son intention, ses besoins, ses qualités, mais aussi ses limites. Donc c'est la capacité à démontrer la complémentarité en fait d'une équipe, autant sur les compétences humaines, hein, les qualités humaines, que les compétences techniques. Et donc ça suppose vraiment une bonne connaissance de soi qui est vraiment sous-estimée souvent. Et si on ne se connaît pas bien, alors on a du mal à prendre conscience de ce qui se passe réellement quand on rencontre une situation qui vient nous challenger. Si l'IA arrive et que ça vient un petit peu à l'encontre de mes valeurs, ça va forcément impacter mes relations avec mon équipe derrière. Donc c'est bien se connaître pour avoir conscience du rôle que je joue finalement, de ce qui se passe en moi et reprendre quelque part sa capacité d'action pour décider est-ce que je reste dans ce qui je joue, c'est-à-dire parfois des automatismes où en fait, bah, je vais dire: «Oui, mon l'IA effectivement ça ne me va pas du tout», je me replie et à ce moment-là, en fait, il y a aussi un repli qui va se faire sur d'autres domaines. Ça va avoir un effet contagion et à ce moment-là, il y a un cercle vicieux qui commence. La principale source de conflits, on va dire, de tensions relationnelles ou de relations qui dysfonctionnent, c'est parce que j'attends de l'autre à ce qu'il réponde à mes besoins, alors que moi-même, je n'ai pas conscience de ce dont j'ai besoin. Donc une fois que je me connais mieux, déjà, je connais mieux ce dont j'ai envie et j'arrive à me poser des questions, c'est de quoi j'ai besoin pour satisfaire cette aspiration-là, cette envie-là. Une fois que j'ai clarifié mes besoins, je prends la responsabilité, d'abord moi-même, de les satisfaire. C'est-à-dire quelle action je peux mettre en place pour commencer moi-même à satisfaire ces besoins. Ça ne veut pas dire que tout repose sur moi, mais c'est que déjà, j'ai forcément une marge de manœuvre qui ne dépend que de moi. Une fois que j'ai pris conscience de mon pouvoir d'action à moi et que je l'ai mis en œuvre, alors je suis plus en capacité d'exprimer ce que j'attends des autres, parce que c'est en lien avec un besoin que j'ai commencé à clarifier moi-même. Et là, j'attends plus de l'autre à ce qu'il devine et encore plus qu'il satisfasse le besoin dont moi je n'avais pas forcément conscience. En fait, un conflit, c'est quelque chose qu'il faut clarifier derrière. Ça peut être un objectif qui est pas clair entre un manager, par exemple, et son équipe, ou ça peut être parfois des conflits de valeurs. Là, c'est qu'on va déjà un peu plus loin. Parfois, on entend des managers dire: «Non, mais moi, je ne m'y retrouve pas dans l'entreprise». Il peut y avoir une vision qui soit clairement partagée, il peut y avoir un objectif qui soit commun, il peut y avoir, des besoins, qui soient, satisfaits, mais malgré tout, je ne m'y retrouve pas et c'est là, en fait, parfois, on arrive à des conflits de valeurs. Si moi, mes valeurs ne sont pas satisfaites au poste dans lequel je suis, voire même dans l'entreprise dans laquelle je suis, il y a 2 solutions: soit j'accepte, je reste, soit je refuse et je pars. Le triangle de Cartman, moi, quand je l'ai découvert il y a 4 ans à peu près, ça m'a fait un effet waouh! Parce qu'en fait, c'est donc un triangle et chaque extrémité représente un rôle que l'on joue systématiquement dans notre vie. On va occuper ces rôles différemment selon la situation ou selon la personne avec qui on va être. Donc les 3 rôles qu'il y a, c'est persécuteur sur un angle, victime et sauveur.
On reprend le schéma de l'école que tout le monde a connu, comme ça va parler à tout le monde. Je suis une élève dans une classe, il y a un autre camarade à côté qui réussit très bien, qui a des très bonnes notes, et puis moi je galère un peu plus, faut que je bachote beaucoup pour réussir. Et puis la prof, voilà, qui fait son job de prof, qui essaye de donner les meilleures explications à tout le monde. En tout cas, on reçoit le même enseignement. Et si je me mets dans la position, non mais de toute façon, j'y arrive jamais, cette prof, elle explique hyper mal les cours, je comprends rien. Donc là, dans les schémas, on se retrouve avec, moi, je me mets en mode victime, d'accord, je me plains. Le persécuteur, pour moi, c'est la prof qui explique mal. Et peut-être que le sauveur, alors c'est pas forcément le camarade d'école, parce que voilà, il m'aide pas forcément. Peut-être que ça va être voilà, un de mes frères, sœurs, un de mes parents, de qui je vais aller me plaindre. Et il va dire, mais non, mais t'inquiète pas, c'est très bien ce que tu fais, il y a pas de souci. Et donc, vu qu'il y a quelqu'un qui va chercher à me sauver à tout prix, moi, je vais rester dans cette position de victime parce que ça me conforte. Je me dis, bah, j'ai raison. Donc, si je reste dans ce schéma-là, en fait, je vais entretenir une sorte de cercle vicieux où, bah, en fait, ma volonté, là, c'est pas d'être en lien ni avec la prof, ni avec l'autre élève. Au contraire, c'est une sorte de repli sur moi qui va se passer. Et le jour où je rentre en lien avec eux, il va y avoir des tensions, il va y avoir des conflits, parce que moi, je tiens à rester dans ma position. Si maintenant je reviens, je décide de sortir de ce triangle dramatique, je me dis, mais en fait, je vais revenir à des faits, à des éléments beaucoup plus factuels. Qu'est-ce qui se passe? Ok, j'espérais viser 10 sur 10 et j'arrive pas à avoir ce 10 sur 10. L'autre, il a toujours 10 sur 10. Voilà, ça me va pas. Les faits, c'est la prof, elle explique, elle donne des bonnes explications. Ça ne me parle pas. Moi, je les comprends pas. Et ça manque de concret, par exemple, si moi je suis très dans le concret, ou ça manque de visuel. Eh bien, une fois que j'ai pris conscience de ça, que j'ai commencé à lister ça, en fait, j'ai toute la matière pour aller exprimer ensuite mes vraies demandes au prof. Et avant d'aller exprimer mes vraies demandes au prof, comme je disais tout à l'heure, je commence à me poser les questions de qu'est-ce que moi je peux faire pour améliorer la situation. Peut-être qu'au lieu de viser le 10 sur 10, je peux déjà commencer à baisser mon niveau de perfectionnisme et de dire, bah, au lieu de viser le 10 sur 10, en fait, peut-être que le 8 sur 10, ça me va déjà très bien. Et d'aller voir la prof en disant, mais j'ai besoin, en fait, d'un schéma pour m'aider à comprendre, voilà, ce qu'il y a derrière cette intégrale. Comment est-ce que je pourrais la comprendre autrement? Donc là, je reviens en mode adulte et à ce moment-là, je sors complètement de ce triangle dramatique. Et là, à ce moment-là, la prof n'est plus une persécutrice. Et mes parents, en fait, mon frère, ma sœur ne sont plus des sauveurs parce que je vais plus aller me plaindre. Donc eux, en fait, sortent complètement de ce rôle-là. Et donc là, on réassainit en fait toutes les relations qu'il y a autour de soi, ne serait-ce qu'en changeant soi-même sa position. En fait, un manager, je pense, sa qualité première, c'est l'écoute active, aussi bien du dessus que d'en dessous, quelque part. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe autour de moi, d'être observateur avec ses 5 sens, avec sa vue, mais aussi ses oreilles, mais aussi son toucher, qu'est-ce qu'on perçoit. Plus on est à l'écoute, finalement, plus on capte les signaux faibles et plus en fait on a cette sensibilité à être plus dans de la prévention, en tout cas adopter des comportements vertueux. On a un rôle d'acteur beaucoup plus important dans une phase de prévention plutôt que dans une phase de résolution. Alors on parle beaucoup aussi d'empathie. Ça, je suis tout à fait d'accord. L'empathie, c'est une des qualités essentielles d'un manager. Mais alors attention, il ne faut pas tout faire reposer sur le dirigeant, le manager ou les collaborateurs. Dans une relation, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû expliquer ça dès le début, la relation n'existe que quand il y a deux personnes en interaction. Il y a une personne, il y en a une autre, et au milieu, là, ce petit creux, c'est la relation. D'accord? Et donc, ça veut dire que dans la relation, c'est un 50-50 qui crée un troisième élément. Donc, chacun a une part de responsabilité. Donc, il faut d'abord être bien forcément avec soi-même, être suffisamment bienveillant et empathique avec soi-même si on veut l'être avec les autres. Sinon, c'est bullshit. Je rajoute peut-être quelque chose, c'est l'altérité, de développer son altérité. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'IA, c'est d'oser en fait aller à la rencontre, aller découvrir, aller creuser ce qui vient un peu challenger ses valeurs, controverser nos croyances. Aller voir ce qu'on croit de faux, pour aller presque chercher que c'est vrai. On va peut-être découvrir d'autres facettes de soi dont on n'avait pas conscience et on se dit, ah mais en fait oui, j'ai ça aussi en moi.